Bonjour, nous sommes ici avec le général Znaghi de Sahel G5 et avec Monsieur Loussada de l'Union européenne, représentant de l'Union européenne au Sahel, un débat sur la situation actuelle au Sahel. D'abord, je vais poser la question général Znaghi. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée où sommes-nous aujourd'hui, tout le monde se demande, sur l'opérationnalisation de G5 Sahel? En me posant la question sur l'opérationnalisation du G5 Sahel, vous avez tendance à me poser sur la question sur l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, alors que la force conjointe du G5 Sahel est une chose et le G5 Sahel est une organisation mère. Je voudrais bien vous parler de l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel. Oui. Comme vous le savez, la force conjointe du G5 Sahel est une force composée de 5000 hommes, décidée par les chefs d'État lors du sommet lors d'abord du sommet de N'Djamena en 2015 et puis mise en œuvre lors du sommet de Bamako en février 2016. Actuellement, au moment où je vous parle, cette force est composée de 7 bataillons nationaux, de 7 bataillons, et agit dans les zones transversales. Au moment où je vous parle, tous les bataillons de la force conjointe sont déployés. Elle est à son 3e commandant, c'est-à-dire à sa 3e année d'existence. Elle mène des opérations, elle monte en puissance, tout son personnel est complet. Ces matériaux ne sont peut-être pas complets, elle n'est pas au maximum de sa puissance, et loin de là d'ailleurs. C'est ce qui explique que les résultats demeurent un peu discutables pour certains. Oui. Mais pour nous de l'intérieur, nous savons que c'est une force qui existe désormais, qui est opérationnelle dans des zones transfrontalières, qui fait du travail, et sans laquelle peut-être la situation serait beaucoup plus dégradée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous faisons des efforts au plan national parce que les bataillons sont armés et sont mis en place par des efforts nationaux. Et nous avons l'intervention de nos partenaires, particulièrement de l'Union européenne, qui chaque année dégage de l'argent pour l'équipement de cette force et qui était la première à venir aussi financer l'équipement de cette force. Vous n'êtes pas sans savoir que les procédures d'abord de l'Union européenne sont longues, que les procédures d'acquisition du matériel militaire particulièrement sont longues, que les délais de fabrication sont longs. La force a un âge de 3 ans, et 3 ans ce n'est même pas suffisant pour commencer une chaîne de fabrication de matériel lourd du début jusqu'à la fin. Donc vous comprendrez que les matériels tardent à se mettre en place, que la force conjointe demande encore des matériels, et surtout demande encore des financements pour la pérennité de son action et le développement de son activité. Voilà. Merci, Général. Monsieur Loussada, une question que pas beaucoup de monde discute parce qu'on entend beaucoup plus sur les groupes djihadistes, les groupes extrémistes, etc. Mais pour le moment, pour les personnes qui suivent de près le Mali, ils sont vraiment inquiétés sur la situation au centre du Mali. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur la situation actuelle? Oui, effectivement, vous l'avez très bien décrit. La situation au début, après la crise malienne, c'était les groupes terroristes et les différents groupes armés qui agissaient effectivement dans le nord Mali, qui maintenant sont dans le processus de paix, après un cessez-le-feu. Particulièrement ces groupes armés, c'est la CMA et la plateforme, ce sont les deux groupes principaux, qui discutent aujourd'hui, qui mettent en marche, qui essaient de mettre en marche le processus de paix, dont d'ailleurs la communauté internationale et l'Union européenne en particulier en est le garant également. Cette situation a évolué. Cette situation a évolué car les groupes djihadistes agissent maintenant au-delà des groupes armés, toujours dans la même zone, dans le nord, mais la situation s'est empirée d'une façon exponentielle, nous pouvons dire. Pourquoi exponentielle? Parce que nous allons au centre Mali, où l'un des problèmes le plus grave, pour ainsi dire, c'est le manque de présence de l'État. Et je dis toujours cette phrase qui décrit un peu la situation: le vide de l'État, c'est l'oxygène du terrorisme, sans aucun doute. Donc, dans le centre du pays, où il y a un vide de l'État, les groupes djihadistes ont fait une stratégie qui est très bien menée, il faut le reconnaître, c'est-à-dire profiter des confrontations ancestrales entre différentes communautés
Je n'aime pas dire ethnie parce que, en fin de compte, ces ethnies sont très mélangées entre eux. Mais oui, il y a des communautés différentes, des communautés qui pratiquent le pastoralisme ou d'autres l'agriculture. Il y a eu des confrontations très anciennes qui se réglaient d'elles-mêmes par les moyens traditionnels. Ceci a disparu. L'État n'a pas pu remplir les fonctions et les djihadistes ont profité de cette situation, l'ont également aggravée pour créer une situation de chaos dans laquelle eux-mêmes apparaissent comme la solution pour amener la sécurité à ces gens qui n'ont pas le choix. Voilà quel est le changement ou la mutation qu'il y a eu, avec une stratégie d'ailleurs, comme je dis, très bien menée, mais que également nous-mêmes nous analysons dans son ampleur et dans sa gravité. Merci. Je reviens vers vous, Monsieur le Général. Pour l'audience qui sont pas très familiers avec les brigades, les différentes régions, zones où les forces conjointes de G5 Sahel sont présentes. Vous avez dit qu'ils sont déployés dans les zones transfrontalières. Les zones transfrontalières et mènent des opérations. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur les priorités des zones où ils mènent actuellement des opérations? Bon, quand je vous ai dit les zones transfrontalières, vous pouvez déjà, bon, pour ceux qui connaissent, en regardant la carte, vous voyez la frontière, par exemple, en allant de l'ouest vers l'est, prendre la frontière entre la Mauritanie et le Mali, prendre la frontière entre le Mali et le Niger, entre le Mali et le Burkina Faso, entre le Burkina Faso et le Niger, et entre le Niger et le Tchad. Donc nous définissons ainsi 3 couloirs. Le premier, c'est le couloir ouest, Mauritanie et Mali. C'est un couloir qui est très long, qui va de la frontière algérienne jusqu'à la frontière tripartite Sénégal, Mauritanie, Mali, où il y a des zones extrêmement désertiques et il y a des zones forestières, particulièrement ce qu'on appelle la forêt de Ouagadou, qui est paraît-il, un repère de terroristes et qui est une zone extrêmement dangereuse. Vous avez maintenant la frontière tripartite. Je ne vais pas les séparer. La frontière tripartite entre le Mali, le Burkina et le Niger, parce qu'il s'agit de 3 segments. Imaginez-vous la zone de Liptako-Gourma qui est actuellement le véritable foyer de tension dans le Sahel. C'est ce que nous appelons la zone des 3 frontières. Là, il y a au moins 3 ou 4, il y a 3 de nos bataillons déployés dans cette zone. Et vous me direz que ce n'est pas suffisant. Je vous le concède, ce n'est pas suffisant. Nous avons encore de force dans cette zone. Et il y a un effort particulier sur cette zone. Il y a le secteur est maintenant, qui est la frontière entre le Tchad et le Niger, et qui a 2 bataillons aussi, un nigérien et un tchadien, et dont le PC est à Our, une localité tchadienne. Et bon, actuellement, on en parle moins parce que c'est une zone un peu calme pour le moment. Calme jusqu'à quand, on ne sait pas. En tout cas, il faut savoir dans tout ceci, c'est que nous, après une étude approfondie de la situation, nous savons que le problème majeur d'insécurité nous provient des zones transfrontalières. Ces zones ont été abandonnées, d'abord pas abandonnées, elles sont loin, elles sont éloignées. Vous ne pouvez pas imaginer que le Sahel est une zone de 5 millions de kilomètres carrés, à 80% désertique. Donc ces zones sont extrêmement éloignées des centres du pouvoir. Donc c'est les zones oubliées de la sécurité et du développement. Nous, nos G5, notre finalité, c'est de travailler dans ces zones, essayer de développer ces zones, essayer de sécuriser ces zones, essayer de ramener les populations dans ces zones, essayer de ramener les États dans ces zones. Une fois ceci atteint, on aura réglé plus de 80 à 85% des problèmes d'insécurité dans le Sahel. Mais je vous concède qu'on en est encore très loin. Merci pour ces clarifications, surtout pour l'audience qui ne sont pas très familiers avec la géographie de la zone. Quand on entend Sahel, c'est un continent presque. Ouais. Donc c'est très difficile et je comprends les défis pour les opérations menées dans la zone. Je reviens vers vous, Monsieur Losada, sur un sujet que vous connaissez très bien, sur l'accord de paix signé en mai, je pense, ou juin 2015. Oui. Et ça fait presque 4 ans, presque 5 ans. On est sur l'implication de l'accord et peut-être aussi nous parler sur le programme de DDR.
donc l'intégration des rebelles au sein de l'armée malienne. D'accord. Avant de toucher ce point, si vous permettez, je voulais justement suivre dans la même foulée que mon ami le général Snagui, pour bien insister sur un fait qu'il a très bien dit d'ailleurs, sur la force conjointe du G5. C'est quand même assez admirable, et c'est mon opinion donc toujours, que les 5 pays, parmi les 5 pays les plus pauvres du monde, ont décidé de mettre en marche une force conjointe. Et on en est au résultat, on en est aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que tout de suite soit opérationnel, mais dans d'autres pays, dans d'autres continents, mettre une force conjointe, c'est très difficile. C'est presque impossible. Donc l'effort politique qui a été fait est un effort énorme et l'Union européenne appuie aussi bien stratégiquement que financièrement que politiquement cette organisation avec laquelle on a un partenariat stratégique. Je tenais tout simplement à préciser cela, et, puisque je crois que c'est un élément important. En revenant au processus de paix, je dis également toujours une phrase, c'est-à-dire 2 phrases qui le décrivent un peu plus ou moins. La première, c'est qu'il n'y aura pas de paix au Sahel s'il n'y a pas de paix au Mali. C'est une question indiscutable. Le processus de paix est un élément clé dans toute la structure que l'on essaie de trouver de paix et de sécurité dans la zone. C'est un élément clé. Il faut absolument faire un effort énorme dans ce point-là. Et également, pour décrire le processus de paix, je le décris toujours d'une certaine façon, je dis, ça ne va pas aussi vite que l'on l'espérait, mais ça ne va pas aussi lentement qu'on le craignait. Okay. Voilà quels sont les 2 éléments que je voulais dire. L'accord de paix, pour que vous sachiez, qui est issu du processus d'Alger, l'accord de paix lui-même peine à se mettre en marche. C'est vrai. Il y a eu des lenteurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation relativement assez difficile également, mais je viens juste d'arriver d'ailleurs de Bamako. Il y a une volonté de reprendre le comité de suivi de l'accord, qui est un comité qui doit se réunir tous les mois et qui a été interrompu pendant pratiquement 3 mois récemment à cause de différentes perceptions, de différentes dissensions au sein des membres du processus de paix. Mais quand je disais que le processus de paix ne va pas aussi lentement qu'on espérait, parce qu'il y a quand même des objectifs qui ont été atteints. Premier objectif qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, l'unité du Mali n'est plus mise en cause. Et ça, c'est accepté par tous les mouvements armés autour de la table, aussi bien par la CMA que par la plateforme, qui ont signé l'accord qui reprend justement cela. Ça, c'est un point important. Et le deuxième également, au-delà de l'accord de cessez-le-feu, c'est l'élément aussi que, en fin de compte, là où nous nous trouvons aujourd'hui, dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne pouvons aller que de l'avant. C'est-à-dire, nous ne pouvons que progresser. Parce que la communauté internationale également est garante de cet accord. Donc voilà le moment où nous sommes. Le processus de paix implique plusieurs éléments. Un élément institutionnel, avec une décentralisation. Un élément également institutionnel et politique. Un élément également de développement, développer les zones du Nord. Un élément réconciliation qui est très important. Aujourd'hui, au Mali, nous assistons à un dialogue inclusif pour la réconciliation, qui s'appelle le dialogue national inclusif, qui est en marche, qui devrait peut-être donner lieu à une réforme de la Constitution éventuellement, mais qui est aujourd'hui le centre du débat politique aujourd'hui au Mali. Et j'ai reçu la nouvelle il y a à peine quelques heures que les mouvements, au moins la CMA, acceptent de participer à ce dialogue. Ce dialogue est fondamental, il fait partie de l'essence même de l'accord, il est fondamental, mais nous sommes dans un moment politique très délicat dans lequel, malgré tout, j'ai pu percevoir une volonté aussi bien de la part du gouvernement que de la part des mouvements d'aller de l'avant, parce que nous ne pouvons pas rester dans cette situation. La situation sécuritaire est en train de se dégrader, également dans le Nord. Nous avons vu ce qui s'est passé, l'événement tragique et horrible qui s'est passé au Niger, juste à la frontière avec le Mali. Nous ne pouvons pas continuer avec cela. Il faut agir grâce au G5 du point de vue sécuritaire et avec un débat politique interne pour faire avancer l'accord. Vous me parliez avant, et je finis avec ça, je ne veux pas être trop long, vous parliez tout à l'heure du DDR. Un des objectifs justement qui a été atteint
par le processus de paix. C'est ce qu'on appelle le DDR accéléré. Ce n'est pas repris dans l'accord, mais peu à peu, nous avons établi ce DDR accéléré qui a déjà porté ses fruits avec plus de 1200, et même presque jusqu'à 2000, je crois, 1200 membres des mouvements armés qui se sont réintégrés dans l'armée. Ils ont dû passer d'ailleurs un screening, ils ont dû passer une revue médicale, etc. Et il y en a qui sont dans l'administration, d'autres dans l'armée. Mais cette armée reconstituée est un élément essentiel pour aller de l'avant. Et nous sommes dans le processus est en train d'avancer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pas aussi vite qu'on l'espérait, mais pas aussi lentement qu'on le craignait. Ça fait plaisir d'entendre beaucoup plus sur ce qui est positif et les résultats aussi, parce que malheureusement, on donne l'attention beaucoup plus sur les points négatifs, mais ça fait plaisir de... Ceci ne dit pas que le moment est compliqué, qu'il y a eu une situation de blocage qui est encore là, mais j'ai l'espoir, parce qu'il y a une prise de conscience de la part de tous les partenaires qu'avec la montée du terrorisme, avec la situation des populations, les populations sont fatiguées. Les enfants, les écoles ont été fermées. La situation de développement se dégrade d'une façon exponentielle également. La population sont fatiguées de cela. Donc il y a également une poussée de la population et même de la société civile qui veut qu'on arrive à une situation de paix et de sécurité dans laquelle chacun peut se développer. Et voilà ce qui pousse la question. Mais je ne cache pas également mon inquiétude, malgré tout. Je suis optimiste par nature, mais je ne cache pas mon inquiétude, car il suffit de fois de très peu pour faire basculer toute une situation. Merci. Je prends ça comme un dernier mot. Comme ça, je ne vais pas vous donner 30 secondes, parce que c'est un excellent sujet de terminer la parole. Mais je vous donnerai 30 secondes, Monsieur le Général, de dire si vous avez des derniers mots à dire sur le G5 Sahel ou sur la situation au Sahel en général. Le dernier mot, je ne le dis pas, il ne sera jamais dit, parce qu'on s'inscrit dans la continuité et dans la durée. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Sahel est une vaste région, peuplée de populations anciennes, qui se connaissent, qui ont longtemps vécu ensemble, et qui se trouvent actuellement en crise multidimensionnelle, en crise climatique, en crise économique, en crise de gouvernance, en crise sécuritaire. Et que le Sahel est la porte de la rive sud de la Méditerranée. Et que depuis l'éclatement de la Libye, la crise au Sahel s'est intensifiée. Ça a été un catalyseur qui a fait brûler la mèche et l'explosion est venue de là. Et qu'en dehors du règlement de la crise libyenne, il serait illusoire de croire à une paix durable au Sahel. Ça, c'est un. Deux, et aussi, je ne voudrais pas que les gens continuent à assimiler le G5 en tant qu'organisation à la force conjointe du G5 Sahel, qui n'est qu'un projet du G5 Sahel. Le G5 Sahel est d'abord et avant tout une organisation de développement et de sécurité. Bon, c'est vrai que l'axe sécurité a pris un peu le devant sur le développement, du fait de l'urgence, du fait de la situation actuelle, du fait de la situation que vit le Sahel de façon globale, mais nous travaillons sur 4 axes principaux qui sont la gouvernance, les infrastructures, la résilience des populations et les droits humains, et enfin la défense et la sécurité. Donc vous voyez que les 3 quarts de notre travail sont consacrés au développement. Voilà un peu pour ceux qui ne connaissaient pas le G5, et voilà aussi pour une ouverture sur la résolution future, en tout cas des problèmes sécuritaires de la zone du Sahel. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci.